Alors, bonjour à tous. Mon nom est Judith Hamel, puis présidente du Congrès de l'Association des économistes québécois pour cette année, en 2021, et je suis contente aujourd'hui de faire la modération de cette activité où nous allons avoir la chance de nous entretenir avec Madame Laurence Toubiana. Avant de commencer, j'aimerais demander à chacun et chacune, s'il vous plaît, de fermer vos micros si ce n'est pas fait, ainsi que vos caméras. Merci beaucoup. Donc, cette année, le thème du congrès de l'association, qui se tiendra le 18, 19 et 20 mai prochain, est progrès économique et protection de l'environnement. C'est aussi le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Je pense qu'il s'agit d'un thème qui est très, très pertinent dans le contexte actuel, alors qu'on constate tous que nous nous trouvons dans un point tournant dans la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement, et ce, tant au niveau international que national. C'est un enjeu incontournable pour l'ensemble des partis politiques et qui est de plus en plus reconnu par l'ensemble de la population comme étant un sujet qui est important. La transformation nécessaire s'amorce déjà, mais risque de s'accélérer au cours des prochaines années et va affecter l'ensemble des secteurs économiques. Elle va aussi bouleverser nos habitudes en tant que travailleurs et consommateurs. On pense qu'il est donc important pour nous, les économistes, pour qu'on soit capable d'appuyer la transformation, pour qu'on soit capable d'informer le débat et de fournir des avis, des recommandations qui vont mener à un réel progrès, de bien comprendre les enjeux associés à la crise environnementale et climatique, ainsi que les risques et les opportunités qui en découlent. C'est pourquoi, donc, nous avons choisi ce thème pour le congrès de 2021. Lors du congrès, vous allez pouvoir entendre et vous entretenir virtuellement avec des représentants et des représentantes de grandes organisations internationales, notamment les Nations unies, l'OCDE, de même que des représentants du milieu académique, politique, financier, notamment la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ainsi que des représentants de nos grandes et petites entreprises québécoises. Dès le début des discussions entourant la programmation du congrès, le comité organisateur avait placé le nom de Mme Toubiana tout en haut de sa liste des conférenciers potentiels parce qu'elle est économiste, parce que c'est une diplomate d'expérience et parce qu'elle a aussi joué un rôle très, très important dans le dossier climatique, notamment de par le rôle qu'elle a joué lors de la négociation des accords de Paris. Malheureusement, Mme Toubiana ne pouvait pas se joindre à nous lors du congrès, mais elle avait accepté avec beaucoup de générosité de participer à cet événement pré-congrès aujourd'hui, qui, je l'espère, va mettre la table pour les discussions que nous allons avoir au congrès. Je m'apprête donc à lui céder la parole. Mais avant, je vais vous lire sa biographie pour que chacun et chacune d'entre vous connaissent bien l'ensemble et l'étendue de son expérience et de son expertise. Donc, Laurence Toubiana détient un doctorat de la Sorbonne en économie. Elle est présidente et directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat. Elle est également présidente du conseil d'administration de l'Agence française de développement et professeure à Sciences Po Paris. Avant de rejoindre la Fondation européenne pour le climat, Laurence Toubiana était, pour le gouvernement français, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et représentante spéciale de la COP 21, et de ce fait, l'une des principales architectes de l'accord de Paris. Suite à la COP 21, elle a été nommée championne de haut niveau pour le climat. Laurence Toubiana dispose de nombreuses années d'expérience et d'expertise dans les domaines du changement climatique, de l'énergie, de l'agriculture et du développement durable, travaillant successivement au sein de gouvernements, d'institutions, de think tanks et d'ONG. De 1997 à 2002, elle fut conseillère principale pour l'environnement auprès du premier ministre Lionel Jospin. Entre 2009 et 2010, elle créa et dirigea la direction des biens publics mondiaux au ministère des Affaires étrangères. En 2013, elle fut présidente du Conseil national du débat sur la transition énergétique. En 2002, elle fonda et dirigea jusqu'en 2014 l'Institut de développement durable et des relations internationales.
À la fin des années 80 et au début des années 90, elle fonda puis dirigea Solagral, une ONG spécialisée dans la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Elle débuta sa carrière en tant que directrice de recherche pour l'Institut national de la recherche agronomique. Laurence Toubiana a également occupé plusieurs postes académiques et universitaires, notamment à Sciences Po Paris et en tant que professeure des relations internationales à l'Université Columbia de New York. Elle est membre de nombreux conseils d'administration et comités scientifiques, dont le Comité chinois pour l'environnement et le développement international. La présentation de Mme Toubiana devrait durer environ 25 minutes, suite à quoi nous aurons l'opportunité de lui poser des questions. Donc, tout au long de la présentation, si des questions vous viennent en tête, n'hésitez pas à aller vous inscrire dans le chat ou la salle de clavardage de la rencontre et il me fera plaisir de les lui relayer pendant la période de questions. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Madame Toubiana. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de cette invitation. Je suis contente de commencer cette conversation. C'est comme cela que j'ai conçu cette introduction, à la fois évidemment comme collègue, comme économiste, et justement pour comprendre le rôle des économistes par rapport à cette grande négociation sur le climat, témoigner un peu de ce que j'ai observé et poser les questions nouvelles qui me semblent importantes pour notre communauté d'économistes. Alors, c'est vrai que la communauté des économistes a été, et toujours d'ailleurs, terriblement très active dans ce grand sujet du climat, du point de vue des négociations internationales, comme du point de vue des politiques domestiques, des politiques nationales. Et ça a été particulièrement vrai au moment de Kyoto, au moment où le premier protocole essayant de mettre en œuvre de façon efficace la Convention sur le climat signée à Rio en 1992, on a vu le rôle vraiment important des économistes commencer à dessiner ce que, au fond, on pouvait concevoir comme nouvel instrument juridique international fondé sur l'idée d'un budget du carbone mondial qui était largement défini évidemment par les travaux des modélisateurs du climat du point de vue physique, enfin de la physique du climat, et montrant qu'au fond, si on pouvait définir des objectifs de réduction d'émissions globaux, la meilleure manière, en tout cas ça a été la grande conclusion du protocole de Kyoto, était sans doute de créer un marché du carbone, à l'époque idéalement global, qui pouvait, par le biais de l'établissement d'un prix du carbone, étant donné qu'on aurait fixé évidemment les quantités possibles d'émissions, pouvait permettre d'optimiser l'allocation des ressources par rapport à cette réduction des émissions de carbone. Et donc, Kyoto, c'est la première irruption, si je peux dire, officielle dans la diplomatie climatique de la communauté des économistes qui se sont donc beaucoup, qui ont lancé d'ailleurs de nombreux travaux et controverses pour savoir s'il valait mieux, des choses que vous connaissez par cœur, une approche par les quantités ou une approche par les prix, une approche par les quantités et donc la création de marchés carbone ou une approche par les prix en créant et en généralisant des taxes carbone sur chaque territoire national. Alors, ce protocole de Kyoto en 1997 a marqué les esprits parce qu'il faisait l'hypothèse qu'il fallait, pour une quantité d'émissions objectifs qu'il fallait réduire. Bon, à l'époque, on parlait de réduction très modeste, 8% en 8 ans, 8 ou 10% en 8 ans. On est très très loin de ce qu'il nous faut faire en 10 ans maintenant. Vous savez que... Un instant. C'est les problèmes de Zoom. Il y a des personnes qui sonnent à la porte, on ne les connaît pas. Et donc, les économistes ont vraiment marqué cette discussion dans le cadre du protocole de Kyoto, où l'idée fondamentale était de se demander comment on allait optimiser
les coûts de la politique climatique, les minimiser au possible grâce à ce mécanisme de prix, évidemment, idéalement, d'un marché carbone global. Alors, cette idée de minimisation des coûts de la politique économique, de l'idée de l'optimisation très emprunt des modèles de coûts-bénéfices qui étaient à l'époque et qui sont toujours d'ailleurs assez dominants dans l'analyse du climat, ont beaucoup marqué le débat jusqu'à aujourd'hui. Cela dit, c'est peut-être une petite notation, dans un article récent de Nicolas Stern et un de ses collègues, j'ai oublié le nom du collègue, on s'est aperçu qu'il y avait bien moins de 0,07% de publications dans les journaux économiques dominants, enfin les plus sérieux, qui concernaient le climat. Il y a même, je crois, dans le Quarterly Journal of Economics, qui n'est pas la plus petite revue, comme vous le savez, il n'y a aucun article, en tout cas en 2019, à l'automne 2019, il n'y avait toujours aucun article concernant l'économie du climat. Donc à la fois une communauté très présente, mais en même temps, quand même peu intéressée globalement par ce sujet du climat. Si bien que Nicolas Stern, en 2006, produit ce gros travail qu'on va appeler la Stern Review, qui va essayer de questionner un certain nombre d'hypothèses disons des travaux les plus courants sur le changement climatique pour questionner l'idée, enfin l'approche par les coûts-bénéfices et en particulier, vous le savez, ce célèbre débat sur le taux d'actualisation où la Stern Review en 2006 prônait un taux d'actualisation, c'est-à-dire une préférence pour le présent bien moindre, parce que Lord Stern disait à l'époque, on n'a pas du tout pris en compte le coût des dommages du changement climatique, alors qu'on ne regarde qu'à court terme les coûts de la mise en œuvre des politiques pour lutter contre le changement climatique. Lorsque Nicolas Stern a lancé son travail, et il a achevé en 2006, il n'avait pas forcément l'idée que ce travail allait inspirer les politiques climatiques gouvernementales. Il le faisait largement pour amener le débat dans la communauté des économistes et voulant justement remettre en cause cette vision d'un taux d'actualisation couramment adopté dans la majorité des travaux pour, au fond, illustrer les coûts d'opportunité de la politique du présent par rapport à la politique du futur, et sachant que, à l'époque, les taux d'intérêt étaient évidemment plus élevés qu'aujourd'hui, et les taux d'actualisation étaient plutôt entre 4 ou 5%, et Nicolas Stern disait ça n'est pas réaliste parce qu'on fait comme s'il n'y aura pas de dommages dans l'avenir et seulement un accroissement de la richesse. Et si on ne fait rien, le coût de l'inaction, disait Nicolas Stern dans sa review, est évidemment très important. Et il avait tout à fait raison parce que la plupart des travaux des économistes de l'époque, parce qu'ils travaillaient avec ces hypothèses, parce qu'ils se mettaient dans le cadre d'une approche coût-bénéfice et des modèles d'optimisation plutôt classiques, sans prendre en compte les coûts du changement climatique, tout simplement parce qu'ils étaient non connus, finalement concluait sur le fait qu'il valait toujours mieux attendre, qu'on pourrait mieux plus tard traiter les coûts du changement climatique parce que les sociétés seraient plus riches, auraient plus de ressources et donc pourraient mieux traiter ce problème. Et donc jusqu'en 2008-2009, je peux vous dire que c'est ça qui a dominé la prise en compte, notamment par les politiques économiques du changement climatique. Et il a fallu attendre la crise financière de 2008-2009 et une réflexion sur comment arriver à une action sur le changement climatique qui n'avait toujours pas vraiment lieu. Ce qui a finalement débouché sur l'accord de Paris auquel j'ai eu l'honneur de travailler et qui a remis un peu les choses dans une autre perspective en se disant il nous faut des objectifs climatiques, c'est-à-dire des objectifs du point de vue quantitatif sur le budget d'émissions qu'il nous reste à émettre, mais tout ça doit se fonder sur des politiques domestiques où la question des prix du carbone et du marché du carbone est une des composantes, mais pas seule, et qu'il faut que l'ensemble des politiques domestiques soient revues à la lumière de ces réductions d'émissions qui doivent être non plus incrémentales, mais qui doivent être au contraire drastiques, très importantes, puisque dans l'accord de Paris en 2015, on parle donc d'aller à des émissions net zéro en 2050, c'est-à-dire non pas une réduction de 10 ou 15 ou 20%, mais une réduction
complète, hein, sachant que les émissions négatives ou la capacité d'absorption notamment par la nature, les forêts, l'océan, évidemment, a des limites. Donc, un renversement de perspective qui, au fond, prend mieux en compte, et d'ailleurs, il était tout à fait net en 2015, alors qu'en 2008-2009, et notamment en 2009 à la conférence de Copenhague, la plupart des leaders économiques, les leaders politiques parlaient de problèmes du coût des politiques climatiques. En 2015, tous sont venus sans exception pour parler des problèmes des dommages produits par le changement climatique, et donc non plus seulement des coûts des politiques climatiques, mais bien des coûts de l'inaction du changement climatique. Et c'est là que des économistes qui n'ont pas toujours été suffisamment écoutés, comme Martin Weitzman, malheureusement aujourd'hui décédé, et qui avait contesté la vision économique des coûts-bénéfices en disant pourquoi que la théorie des choix rationnels et de l'assurance sur le risque climatique ne permettait pas d'envisager la réelle dimension de ce risque climatique, en particulier parce que la plupart des modèles climatiques, même si ne sont pas tous sur des scénarios extrêmes, et que ce que nous communique le groupe intergouvernemental d'études sur les climats nous fait voir que, évidemment, on a des scénarios moyens, mais en réalité, comme le dit Martin Weitzman, il y a effectivement des faibles probabilités d'événements, mais qui ont des impacts majeurs, et comme la catastrophe n'est pas mesurable ni assurable, elle ne peut pas arriver. Et c'est assez vrai, il l'a dit très clairement dans ses travaux, et on le voit dans les travaux des économistes, la catastrophe n'étant pas mesurable, et n'étant pas d'ailleurs assurable, maintenant d'ailleurs il y a de plus en plus d'assureurs ou de réassureurs qui refusent d'assurer un certain nombre d'événements extrêmes, eh bien on enlève cela du raisonnement moyen. Donc ce débat sur les catastrophes possibles, donc l'incertitude, le débat sur la préférence pour le présent, continue à être actif, hein. On l'a vu d'ailleurs comment aujourd'hui encore, l'idée qu'avec le prix du carbone, si on pouvait déterminer un prix mondial du carbone, on pourrait obtenir une optimisation de l'allocation des ressources, et au fond, on pourrait économiser beaucoup de travaux sur toute cette complexité des politiques climatiques sur lequel je vais vous inviter maintenant à réfléchir pour la suite de vos travaux. Donc, d'une certaine façon, des économistes comme Lord Stern ou comme Martin Weitzman nous invitent à retourner la perspective, penser que l'action future n'est pas meilleure que l'action présente si on estimait correctement les risques, et qu'on arrêtait de sous-estimer les dommages. Alors, c'est vrai qu'en 2021, c'est de plus en plus difficile de sous-estimer les dommages parce qu'on les observe et on les constate. Alors, qu'est-ce que, me semble-t-il, je trouve que c'est une question aujourd'hui très intéressante pour l'économie et qui est un vaste développement de travaux. Un vaste développement de travaux parce que justement, la perspective économique a été finalement étroite, encore une fois sur le coût actuel, le coût à court terme des politiques climatiques, l'optimisation étant, disons, vu l'essentiel par le mécanisme de prix, et qu'au fond, la complexité aujourd'hui des politiques climatiques, de ce besoin maintenant de réduire les émissions d'une façon extrêmement profonde et rapide, interroge sur justement les outils de l'analyse que nous pourrions, comme économistes, mettre en œuvre. Alors, je suis en particulier frappée du fait que dans une publication tout à fait récente du Fonds monétaire international, qui, comme vous le savez aujourd'hui, enfin, et depuis plusieurs années maintenant, à l'initiative de la précédente directrice et de l'actuelle, ont considéré que le climat était un sujet qu'ils ont appelé macro-critical, c'est-à-dire qui avait un impact sur le système économique dans son ensemble, et qu'il fallait donc l'intégrer dans l'analyse macroéconomique de l'évolution de l'économie mondiale comme des économies nationales. Et le Fonds monétaire international, dans un de ses récents travaux, montre que, alors que la plupart, et c'est encore vrai pour 90 ou 95% des travaux macroéconomiques, ne considèrent pas que les investissements dans la transition énergétique, dans la transition verte,
est en fait un problème pour les macroéconomistes. Ils considèrent que c'est un sujet sectoriel qui ne fait pas vraiment l'objet de l'analyse macroéconomique en tant que telle, et en particulier parce qu'ils considèrent que les investissements, et donc l'usage de l'épargne, qui aujourd'hui est considérable à cause de cette crise du Covid qui nous a atteints depuis maintenant plus d'un an, ces investissements ne font pas partie du rétablissement, ne sont pas considérés comme contracycliques et ne peuvent pas permettre de conduire, ne sont pas un élément majeur du potentiel de croissance, de réaliser le potentiel de croissance. Et cela nous amène, je crois, à revisiter, évidemment c'est une invitation que je vous fais, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous y travaillent déjà, revisiter les questions de la dette, des taux d'intérêt, de la fiscalité, donc les grandes questions de la macroéconomie, à la lumière de cette transition énergétique et de cette transition verte, sachant que le multiplicateur d'investissement, si on suit ces travaux récents du Fonds monétaire international, montre qu'on pourrait arriver à un multiplicateur de l'investissement public de 2 à 7 fois plus important que les investissements dans les secteurs non verts ou non consacrés à la transition énergétique. Donc, un enjeu pour la croissance économique, un enjeu aussi pour l'équilibre des finances publiques, un enjeu aussi pour, au fond, la considération de la dynamique, des perspectives de la croissance mondiale comme des perspectives de la relance verte. J'y viendrai un peu tout à l'heure. Il y a un deuxième effort, je trouve, qui est très important et que la plupart des modélisations ont mal saisi, et ce qui nous a conduit d'ailleurs à penser que les systèmes de taxes ou de marché du carbone pouvaient résoudre en grande partie l'équation économique, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à intégrer les dynamiques d'innovation, notamment d'innovation technologique, mais aussi les effets de capture, de lock-in dans les infrastructures, dans toutes les activités sectorielles qui ne peuvent pas rapidement changer, rapidement être ajustées, comme le supposerait un mécanisme de prix dans un modèle d'optimisation. Et travailler sur ces inerties du système, comme sur les dynamiques d'innovation, je crois, est un champ d'investigation économique particulièrement important aujourd'hui, où on voit bien que cette diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre suppose l'introduction quand même, d'une part, d'amortissement accéléré d'un certain nombre de secteurs, d'un certain nombre d'investissements dans les secteurs. C'est vrai, évidemment, particulièrement pour le secteur des énergies fossiles, où on voit qu'il faut mettre à l'arrêt rapidement, d'ici 2030, une bonne partie de la production énergétique à base d'énergie fossile, évidemment ne pas investir dans de nouvelles, en même temps que le déploiement de l'innovation dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et bien d'autres domaines. Donc, un champ je dirais, à l'interface entre l'économie sectorielle et la macroéconomie, qui est aujourd'hui très peu exploré. Et je le vois dans les discussions que nous avons entre les praticiens aujourd'hui, au niveau européen, au niveau de chaque pays de l'Europe, puisque c'est là, évidemment, où je suis le plus impliquée. La question de la transition énergétique ou de la transition verte occupe certes une part dans le débat, puisqu'il se trouve qu'avec le Green Deal européen, les pays doivent consacrer au moins 30%, en tout cas de leur plan de relance, en tout cas celui qui est supporté par la solidarité européenne, au climat, que le budget général de l'Union européenne doit au moins pour 30% de son montant être consacré au climat. Ça reste quand même un sujet à part, un sujet qui ne fait pas partie de la boîte à outils des macroéconomistes. Et pour l'instant, on le verra dans beaucoup de rapports qui vont encore être publiés dans les semaines qui viennent, la boîte à outils des macroéconomistes, c'est au maximum, pour parler du changement climatique, c'est le prix du carbone sans aller au-delà. Or, il y a effectivement des réflexions sur l'innovation, la politique industrielle, les dynamiques d'innovation et aujourd'hui les effets positifs de l'investissement, y compris sur le marché du travail, qui sont tout à fait intéressants à explorer. Enfin, il est, je crois, vraiment important de continuer le travail de Martin Weissman et de comprendre comment les modèles peuvent prendre en compte les catastrophes, prendre en compte l'incertitude bien davantage, parce que malheureusement, on l'a vu quand on regarde tout simplement
les derniers étés, l'été de 2019, l'été de 2020 et encore l'été de 2018 a été malheureusement identique. Les désastres qu'on a observés, tant du point de vue des tempêtes et des inondations dans beaucoup de régions du monde, comme des incendies gigantesques, dont on comprend d'ailleurs mieux aujourd'hui le fonctionnement, que ce soit en Californie, en Russie ou dans d'autres zones, montrent que ces catastrophes ne sont plus exceptionnelles et elles ne sont plus, je dirais, mineures. En Californie aujourd'hui, on est en train de faire les comptes, mais ça a affecté très durablement un État qui est parmi les 10 premières économies mondiales. Donc, une innovation dans la modélisation me paraît tout à fait importante. Et enfin, sans doute travailler davantage dans un domaine qui est vraiment intéressant, qui est l'économie politique de ces normes, de ces standards. On voit bien que l'allocation des ressources pour cette action dans le présent et dans le futur contre le climat, pour cette transition énergétique et cette transition verte par les prix ne va pas suffire. L'ajustement est trop lent à cause de ces problèmes d'inertie dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que la plupart des pays aujourd'hui recourent à des normes, à des standards, à des politiques d'interdiction dans certains cas. Par exemple, l'annonce pour 2030 ou 2040 de la fin de la vente de véhicules de moteur à explosion. On voit bien qu'il y a une série de politiques sectorielles autour desquelles se joue, c'est la même chose pour les objectifs en matière d'énergie renouvelable ou de fin du charbon, je pense à l'Espagne, à l'Allemagne ou même peut-être déjà maintenant, enfin aux horizons pour la Pologne, toujours en parlant de l'Europe. On voit bien que du coup, ces éléments mettent en jeu une économie politique à chaque fois, des perdants et des gagnants, des formes de compensation, ainsi que, et je terminerai par là, ce questionnement que je vous apporte, les effets sociaux de ces politiques climatiques, de ces politiques sectorielles, même d'ailleurs de ces éléments d'ajustement par les prix, puisque en pratique, implicitement ou explicitement, les prix du carbone progressivement montent dans l'économie, et les impacts sociaux et de la transition vers cette économie verte ou cette économie zéro carbone, et qui donc suppose la disparition d'un certain nombre d'activités dans l'économie fossile, montre qu'il y a un champ tout à fait nouveau et important, beaucoup plus spécifique, sectoriel d'une certaine façon, en même temps que la connexion de cette analyse des politiques sectorielles avec les éléments macroéconomiques, notamment les aspects de redistribution des revenus, d'évolution de l'inégalité ou de la réduction des inégalités des revenus, de la fiscalité et au-delà de la stabilité budgétaire, dont on voit maintenant que le climat, comme le disait, je crois, une couverture du Time, est partout, et donc il concerne toutes les politiques économiques. J'en veux pour preuve d'ailleurs, et je terminerai sur ces mots, que l'administration Biden a considéré que le climat devait toucher tous les secteurs de l'économie, et c'est pour cela que nous voyons dans tous les domaines de la politique économique et au-delà des responsables qui traitent le climat comme une question complètement transversale. Et c'est évidemment ce que j'espère voir dans la communauté des économistes pour que le climat soit partout dans les recherches qui vont se développer à présent. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'avais noté quelques petites questions pour lancer la discussion. La première, et n'étant pas trop sûre de ce dont vous alliez discuter, la première question que j'avais en tête était d'entendre votre point de vue sur le rôle que les économistes avaient joué jusqu'à maintenant et quels étaient, selon vous, les points à améliorer sur lesquels travailler. Donc, merci beaucoup. Je pense que votre allocution a répondu très, très bien à cette question que j'avais en tête. Peut-être un peu pour réagir à vos propos. Lors de la négociation de l'accord de Paris et puis un peu après, j'étais fonctionnaire au ministère de l'Environnement et des Changements climatiques ici à Ottawa-Gatineau, au Canada. Et
je me souviens que ça a été un peu libérateur pour nous, les économistes du ministère et les gens qui développaient les politiques, d'avoir soudainement ces ambitions aussi beaucoup plus marquées et, et qui nous débarrassait un petit peu de la discussion, de l'analyse coût-bénéfice, d'essayer de faire les courbes pour savoir lesquelles politiques on devait mettre en œuvre. Soudainement, on pouvait tout faire parce que les objectifs étaient si ambitieux que toutes les politiques s'avéraient plus ou moins nécessaires. Et puis ça a été, je pense que ça a été un peu libérateur là, en termes de développement et d'adoption de politique, du moins dans notre contexte à nous au Canada. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits après. Il en reste encore énormément, là, mais l'adoption de ces objectifs plus ambitieux avait été pour nous un point tournant. Dans le cadre du travail que je faisais à Environnement Canada, j'étais en charge de la modélisation des gaz à effet de serre. Et puis de l'impact que différentes politiques peuvent avoir justement sur les émissions de gaz à effet de serre projetées. Un des défis auxquels on faisait face souvent, c'était l'absence de connaissances quant à il y a bien sûr les incertitudes dont vous avez parlé, là, les incertitudes en termes d'impact climatique, mais il y a aussi l'incertitude quant au développement des technologies, le coût futur de ces technologies, la disponibilité de technologies dont on ne connaît pas encore l'existence, qui rend très difficile la modélisation à long terme sur plusieurs décennies des gaz à effet de serre d'un pays. Et puis souvent, je pense que comparativement à plein d'autres champs de politique, les politiques climatiques font appel beaucoup plus au modèle économique que dans pratiquement tous les autres domaines de politique. Je ne sais pas, souvent c'est vu comme un frein un peu, ces modèles qui ne peuvent tout prendre en compte. Donc j'aimerais avoir un peu votre opinion sur la façon peut-être qu'on peut passer au travers cet obstacle où on veut pouvoir voir l'économie future dans ce genre de boule de cristal qui n'existe pas vraiment. Puis comment présenter ça aux décideurs quand vient le temps de prendre des décisions difficiles qui vont avoir des impacts sur les décennies à venir. Merci beaucoup de cette question. Je dis qu'effectivement, le rôle des économistes n'a pas été complètement positif. Enfin, en tout cas, ça a plutôt recommandé d'attendre plutôt que d'accélérer l'action. Et c'est vrai que 2015, je suis heureuse de voir que vous avez senti ça comme une libération. Parce que, évidemment, c'était aussi l'objectif de se dire, bon, ça ne sert à rien de reporter puisque ça fait 30 ans qu'on discute. Et si on avait commencé il y a 30 ans, ça serait quand même beaucoup moins difficile à faire. Donc, c'est très compliqué du point de vue technique, évidemment. Mais aussi, il y a des cultures de modélisation qui sont peut-être à réinventer, en partie parce que, évidemment, et c'est un domaine sur lequel mes connaissances sont bien plus limitées que les vôtres, je crois que il faut peut-être être modeste dans ce que la modélisation peut produire sur... on n'est peut-être pas capable de produire des modèles à l'équilibre sur très long terme. Donc ça, c'est vrai que c'est très difficile. Mais il faut peut-être juste reconnaître le fait qu'on ne peut juste pas le faire. Donc il faut faire des hypothèses et revoir ces hypothèses régulièrement. Mais tout de même, c'est aussi, je pense, l'influence un peu du consensus scientifique qui a joué. Comme tout de même l'idée c'était de la recherche, d'enrichir d'ailleurs toujours davantage ces modèles d'équilibre et qui dominent encore. Hein, le groupe 3 du GIEC est encore, enfin le groupe qui justement travaille sur ces politiques climatiques est encore très largement dominé par cette culture. Ben, évidemment, on est obligé d'enlever plein de domaines puisqu'on ne les connaît pas. Et c'est évidemment cette confrontation. En même temps, quand je regarde au fond le travail qui est fait par ces modèles, les bases de données qui sont utilisées, ben, on voit que c'est vrai qu'on ne connaît pas le coût
des technologies futures, mais on utilise souvent très mal le coût actuel des technologies qu'on a. Et c'est vrai, évidemment, ça a été particulièrement vrai pour le coût des énergies renouvelables, qui, quand on regarde les modèles de l'Agence internationale de l'énergie, en général, les modèles de représentation de l'économie, même seulement de l'énergie, sur lequel évidemment on a beaucoup de données, ils sont toujours en retard de peut-être parfois de 5 ans sur les prix réels de ces technologies. Et donc il y a peut-être un travail d'avoir des modèles peut-être moins complexes. Donc s'ils sont complexes, ils sont lourds, donc on ne peut pas les ajuster rapidement, parce qu'il y a évidemment tous les effets de boucle que vous connaissez. Et donc, je n'ai pas de solution, mais il me semble que des modèles, en tout cas, ou un jeu de modèles dont une partie serait plus simple, mais qui permettrait d'intégrer des données en valeur réelle et actuelle, permettrait déjà de se faire un meilleur jugement, en étant évidemment modeste sur les recommandations. En plus, deuxièmement, je crois que les économistes, alors là c'est du côté de la microéconomie, devraient reconnaître que même si on peut rêver d'un marché carbone global, qui idéalement ajusterait, alors bon, qui me semble quand même modestement que tous les secteurs ont quand même des dynamiques assez différentes et des coûts d'ailleurs de réduction des émissions évidemment différents, et que, bon, pour l'instant, on est très loin de ce marché carbone liquide, profond, qui absorberait toute l'économie mondiale. Eh bien, il faut peut-être se fixer des objectifs plus spécifiques et regarder dans toutes les politiques sectorielles qui sont mises en œuvre, lesquelles, au fond, peuvent déclencher des comportements différents et surtout des anticipations différentes, puisque on le voit bien, tout est une question d'investissement très largement dans ces technologies qui ne sont pas futures. Les énergies renouvelables, c'est des énergies actuelles, c'est des investissements actuels qu'on connaît, dont on connaît les coûts. Mais il nous faut évidemment élargir ces marchés. Donc tout ça, enfin, j'ai une longue réponse sur votre question très complexe. Je pense qu'il ne faut peut-être pas chercher il y a des problèmes d'incertitude qui sont trop grands. Je pense qu'ils peuvent être intégrés dans des modèles très théoriques, c'est ce à quoi nous invite Martin Weitzman, mais non pas du coup à avoir une recommandation directe, mais à percevoir que le risque existe et à présenter aux responsables politiques, mais aussi surtout à la société, l'appétence pour le risque que cette société a, qui pour l'instant n'existe pas puisqu'on ne présente pas ce risque. Il n'existe pas puisqu'il est tellement incertain ou tellement complexe à décrire qu'on ne le voit pas. Je suis très frappée par le fait qu'aujourd'hui, comme l'amélioration des données sur la montée des eaux, notamment dans les régions côtières, dans les régions littorales, a augmenté. On voit aujourd'hui ça se refléter évidemment dans les prix de l'immobilier, et on voit que c'est tout un problème de débat public pour absorber cette réalité qui arrive et dont il faut commencer à maîtriser un peu les données. Donc c'est passionnant, mais je n'ai pas de réponse pour vous, mais c'est passionnant. C'est bon, merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions qui ont été mises dans le chat. La première question fait référence là, à la définition même de la science économique qui, normalement, doit étudier l'optimisation et l'utilisation des ressources. Alors, Dominique Lapointe, qui se pose la question, se demande, comprend mal pourquoi les économistes ne sont pas plus vocaux sur le gaspillage des ressources de nos matières non durables par rapport à l'étalement urbain, la non-optimisation du territoire, de l'utilisation de nos terres agricoles, etc. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas bien dans le travail des économistes actuellement pour ne pas qu'on ait intégré peut-être ce type de ressources-là? Peut-être qu'on a regardé trop les ressources en capital, en main-d'œuvre, puis un petit peu moins nos autres ressources, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux prendre en compte donc l'ensemble des ressources et leur optimisation dans nos recommandations et conseils? Bien, on voit d'ailleurs que cette question est très bonne. Je ne peux qu'être d'accord. Les ressources sont très mal évaluées. Les externalités positives et négatives sont très mal évaluées. Alors, il y a tout un effort, effectivement, de mesurer ces ressources qu'on ignore. Elles sont multiples, hein, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est très complexe, qu'il y a des interactions très complexes, les écosystèmes et quelle est vraiment quelle est la valeur apportée par les écosystèmes
il faut reconnaître avec modestie qu'on ne pourra pas forcément tout traduire en valeur monétaire, qu'il y a des valeurs d'existence, non pas seulement parce qu'on trouve la nature belle, mais tout simplement parce qu'on ne connaît pas les effets des écosystèmes, des différentes composantes des écosystèmes les uns sur les autres, et qu'on est en situation d'ignorance. Cette situation d'ignorance devrait nous inciter à la précaution. Cela dit, tout de même, malheureusement, à cause de l'évident impact majeur sur beaucoup d'écosystèmes, on commence à mesurer la limite de ce qu'on appelle les limites planétaires en termes de ressources, d'une façon qui commence à devenir concrète, et c'est plus seulement l'épuisement, je sais pas, des minerais, des terres rares ou de choses qui sont mesurables du point de vue monétaire, mais du fait que l'effondrement de certains écosystèmes, on ne sait pas exactement ce que ça a fait, mais on voit déjà les pertes que ça a induit. Bon, l'exemple classique de la pollinisation en Californie par les abeilles qui ne sont plus là, et donc il faut faire de la pollinisation parfois manuelle dans certains cas, et en tout cas transporter les ruches sur des milliers de kilomètres. Donc, je pense que cette question des ressources, je suis tout à fait d'accord ça serait vraiment intéressant qu'on le remette au centre. Et elle mérite beaucoup et en prenant en compte cette notion d'effondrement. Il y a une possibilité, ce n'est pas juste une optimisation. On n'optimise pas une ressource qui a disparu. Et je trouve que ça, c'est un vrai champ très intéressant d'essayer de mesurer les impacts d'une destruction, d'un effondrement d'écosystèmes dont on dépend. Et je suis sûre que là, cette notion de capital, évidemment, ça revient à la notion de capital naturel, mais qui doit être vraiment explorée. Merci. Il y a aussi quelques questions sur la négociation de l'accord de Paris. Peut-être que je commencerai par... je pense en faire une question en deux volets. Donc, vous avez joué, sans contredit, un grand rôle lors de la négociation des accords, et puis ils ont été qualifiés de succès. Est-ce que vous pouvez identifier pour nous, c'est quoi les principales raisons qui ont mené au succès? Parce que l'environnement n'était peut-être pas nécessairement si propice. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'était quoi les raisons qui expliquent ce succès-là? Et puis en termes des négociations actuelles, est-ce que vous voyez une priorité qui est peut-être sous-estimée ou manquante? Alors, pourquoi ça a marché? Ça a marché beaucoup à cause fondé sur l'apprentissage des erreurs du passé. Il y a beaucoup eu d'erreurs, enfin, il y a eu beaucoup de tentatives depuis 1992, pardon, d'avoir un accord global où l'idée n'était pas seulement d'avoir une partie des pays qui commençaient à réduire progressivement leurs émissions, mais l'idée qu'on avait un budget carbone qu'on était incapable d'allouer de façon juste, ça c'est vrai, mais que du coup il fallait que le développement économique devait se concevoir entièrement différemment, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'un développement, d'un accès au bien-être de 9, 10, 11 milliards d'habitants sur la planète, avec une composition de la croissance économique et du développement économique riche en économie fossile. Donc il y avait juste une impossibilité. Et du coup, ces deux conceptions, le fait qu'on avait fait beaucoup d'erreurs en essayant Kyoto, c'est on essaye d'approcher la question par les instruments. Et puis, bon, ça ne marche pas vraiment pour toutes les raisons qu'on connaît. Les États-Unis sortent, il se passe comme les États-Unis sortent, parce qu'ils n'avaient pas du tout finalement envie de mettre un prix du carbone dans l'économie. Beaucoup d'autres pays n'ont fait pas grand-chose. Le marché du carbone en Europe a été très long à mettre en place et avec des prix au début très faibles, donc pas d'impact. Non, l'aspect imperfection des instruments a quand même joué. Et ensuite, le fait que les émissions chinoises, à partir de 2006-2007, ont explosé, montrant que la différence entre les pays développés qui devaient réduire leurs émissions et les pays en développement qui pouvaient continuer à le faire était juste impossible si on se référait à ce que nous disait le groupement intergouvernemental d'études sur le climat. Donc je crois qu'il y a d'une part le fait qu'il fallait aller au-delà des instruments, premièrement. Deuxièmement, donc raisonner davantage par des objectifs.
prendre en compte le fait que tout le monde était en risque, parce que là, les risques commençaient à se matérialiser et à se mesurer, et qu'enfin, la distinction entre les émissions venant des pays développés et pays en développement juste conduisait à une impasse, parce que justement, ce n'était pas possible de dire, eh bien, il y aura en gros 6 milliards de personnes qui vont avoir un développement riche en fossiles et puis qui vont diminuer après. Ça nous a mené à ces fameuses évaluations d'aller à un monde à 4, 5, 6 degrés de réchauffement climatique, donc probablement une mise en question assez sérieuse de notre capacité de survie comme espèce. Et je pense que c'est la conjonction des deux et le fait qu'un certain nombre, plus le fait qu'un certain nombre de solutions, la maturité des solutions, hein, donc il y avait la perception des impacts beaucoup plus présente, et la maturité des solutions, où finalement l'hypothèse d'avoir un développement économique non fondé sur les énergies fossiles commençait à devenir réelle. Et c'est ces choses en fait très basées sur l'économie réelle, sur les perceptions réelles, qui ont conduit à la possibilité de la négociation politique. Et c'est en se fondant là-dessus, et en communiquant, en travaillant là-dessus, en montrant aussi que du coup, il fallait être modeste et pas avoir un instrument centralisé ou une gouvernance centralisée, mais reconnaître que les trajectoires de développement allaient être différentes, mais que chaque pays devait réfléchir à ce nouveau cadre où il fallait, certes, envisager un développement économique avec toute l'autonomie de décision nécessaire, mais qui forcément devait plus être le même qu'avant. Et c'est ce changement dans les perceptions, les mentalités, qui n'est pas encore fini, mais dont on voit en 5 ans comment ça a progressé, puisqu'il y a maintenant, je crois, presque 100 pays qui ont adopté un objectif de zéro émission nette en 2050. Bon, ça peut paraître symbolique, hein, mais quand les parties prenantes ont signé cet accord de Paris dans lequel on avait mis cet objectif, je pense qu'ils n'ont pas compris exactement ce qu'ils signaient. Mais 5 ans après, ils l'ont compris, et il y a maintenant des pays qui commencent à avoir des plans climat, modestement, hein, mais qui commencent à être vraiment cohérents avec ça. C'est-à-dire, plus du tout avec un instrument magique, on va y arriver, ou avec une technologie, une technologie miracle, on va y arriver, mais c'est un effort de toute l'économie. C'est pour ça que le champ de l'économie redevient central et très intéressant. Bon, mais je m'arrête là, parce que sinon, je suis trop long pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Sentez-vous bien libre de prendre le temps pour répondre aux questions. Ce sont des questions qui méritent d'être développées de toute façon. J'ai une autre question du chat qui a aussi en trait aux négociations internationales. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'harmonisation des normes climatiques à l'échelle internationale? Par exemple, l'évaluation des risques, la divulgation des émissions par les grandes compagnies pour la finance verte, ou pensez-vous que nous demeurons dans un cadre réglementaire fragmenté selon les grandes régions du monde? Alors, c'est oui et non. On voit des formes de convergence, qui est un peu la reconnaissance aussi des évolutions technologiques et des marchés. Je prends le secteur de l'automobile, et c'est allé finalement très vite. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays, un assez grand nombre de pays, qui vont finalement rendre obsolètes les moteurs à explosion. Alors, il y a des différentes dates que les pays ont proposées, 2030 pour certains, 2040 pour d'autres. Mais enfin, on va vers une élimination des véhicules à explosion, en tout cas dans les véhicules neufs. Donc, une harmonisation, une convergence des technologies sur ce segment de la production industrielle et de la consommation. On voit ceci démarrer dans d'autres choses. C'est vrai pour la progressive disparition du charbon dans le mix énergétique. Là, il y a une convergence des normes. Il y a des choses qui sont plus incertaines sur les questions de recyclage, du contenu carbone des pays, enfin des produits, qui vont d'ailleurs s'ouvrir sur finalement, ça va déboucher sur des négociations commerciales d'une manière ou d'une autre, comme on le voit venir. Donc il y a une convergence de fait. Et alors sur la finance, même si encore il y a des visions différentes, où on n'a pas une harmonisation de la comptabilité extra-financière, où il n'y a pas une harmonisation des taxonomies, de ce qui est vert et ce qui ne l'est pas, en tout cas on en discute.
Et il y a tout de même les réseaux des banques centrales qui commencent à essayer de réfléchir à une régulation, comme on a fait la régulation des marchés financiers, hein, sur la régulation de cette dimension extra-financière. Je vois que la question de la taxonomie européenne qui est en train d'être finalisée est discutée avec beaucoup de pays partenaires, les États-Unis, la Chine et l'Inde en particulier. Donc, on va vers en tout cas, il y a un débat sur la convergence. Pourquoi? C'est parce que notre économie, elle est très intégrée. Et que s'il y a quand même une grande préoccupation, c'est que, et c'est une partie des choses qui poussent à ces politiques climatiques. Et je l'ai vu en étant très en lien avec les discussions sur la politique chinoise. La politique climatique ambitieuse, c'est une manière de prévenir une politique de sanctions commerciales. Et je ne sais pas où tout ça va atterrir, et ça dépend beaucoup des rapports de force, d'évolution réelle, hein. Mais d'abord, dans l'économie globale, il y a en général un petit nombre de technologies qui dominent. Comme il n'y a pas 36 technologies sur l'automobile, il n'y en aura pas 36 sur l'acier, sur les technologies de l'information. Donc, de toute façon, la globalisation de l'économie pousse à l'harmonisation des technologies, donc à la convergence des normes pour les faire arriver. Mais sur la finance, on est quand même dans une industrie globale. Donc voilà. C'est qu'il me semble donc il y a une fragmentation, mais notre globalisation sans doute davantage, malgré les effets de repli, de crise un peu du commerce mondial, elle pousse à cette discussion sur la convergence, et je la vois sur les technologies en particulier et sur notamment la finance. Je suis malheureusement, parce que j'ai des petits problèmes de santé, j'ai toute une série d'examens médicaux à faire, notamment un test de Covid à faire dans pas très longtemps, et j'ai un dernier rendez-vous. Je suis encore 5 minutes et je vais être obligée de vous quitter. Et j'en suis désolée pour ça, mais c'était une période un peu compliquée. Je suis quand même ravie d'avoir l'occasion de cet échange, hein. Je vous en remercie encore de toute façon. Donc, je peux encore prendre une question et puis après, il faudra que je vous quitte. D'accord, merci beaucoup. De toute façon, on avait prévu jusqu'à 12h15, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ça va. Je pouvais pas aller beaucoup plus loin, hein. Mais excusez-moi encore, mais et en plus, on a le couvre-feu à Paris. Enfin, c'est très compliqué. On est obligé voilà. Bon, c'est des circonstances particulières. Je vous en prie. D'accord. Donc, peut-être une dernière question. Alors, dans les pays développés, il y a un discours sur la décroissance qui est quand même assez présent, il y a des avocats de la décroissance économique comme une solution aux problèmes environnementaux et climatiques. Est-ce que vous pensez que la décroissance a un rôle à jouer? Et si oui, dans quelle mesure? Alors, je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans le débat sur la décroissance, si on le prend bien, c'est qu'il ouvre la boîte de ce qu'on appelle la croissance économique. Comme il ouvre la comptabilité du produit intérieur brut ou du produit national brut. Je crois que c'est ça la grande valeur. Il faut qu'on interroge ce qu'on met dedans, la valeur de ces ressources qu'on ne comptabilise pas. Qu'est-ce que c'est que la croissance? On voit bien que dans le monde entier, il y a encore beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc, de ce point de vue, il est évident qu'on ne peut pas juste dire on arrête l'économie. Mais s'interroger sur le contenu me paraît être absolument nécessaire et aujourd'hui possible. C'est pas seulement, sans doute, c'est plus seulement l'apanage d'un très petit groupe d'économistes qui, au fond, seraient contestataires, mais c'est une discussion qu'il faut généraliser. Alors, généraliser dans les enseignements, et puis ça se généralisera aussi dans les travaux. Si on arrive à mesurer différemment et les ressources et ce qu'on met dans cette valeur qui est le produit national brut, et donc sa croissance, je pense qu'on aura une vision très différente. Je crois qu'il y a des activités qui doivent croître et il y a des activités qui, évidemment, doivent décroître. Et c'est cette discussion que moi, j'aimerais beaucoup voir dans notre communauté dans les années qui viennent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tupiana, pour la généreuse disponibilité et puis l'ensemble de vos commentaires aujourd'hui. Ça a été une discussion très intéressante, hein.
Et puis à l'ensemble des membres de l'association, merci de vous être joints à la discussion aujourd'hui. J'espère que nous allons pouvoir compter sur votre présence lors du congrès. Mais si vous êtes déjà inscrit, je vous invite chaudement à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci Oui, encore. bonne continuation.